Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et si les hommes prenaient leur part de responsabilité dans la contraception? Et si on les informait du coup des différentes méthodes contraceptives? Et si cela devenait une vraie discussion de couple? Et si l'envie d'enfant, elle aussi, pouvait être discutée sereinement et sans tabou? On va en parler de toutes ces questions ce soir avec Anne-Sophie Delcourt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice et autrice et vous venez de publier L'homme sous pilule, l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception. Un très beau livre publié dans la collection Marabule et illustré par Lucie Macaroni. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors, question un peu bateau, j'ai envie de dire, mais c'est quoi le point de départ de ce livre et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous intéresser à cette question, d'abord de la contraception masculine? En réalité, c'est une histoire personnelle. Très clairement, ce que je raconte un peu dans la BD, c'est l'histoire de ce personnage principal féminin qui décide d'arrêter la pilule à la suite de l'affaire Marion Lara, qui a vécu un AVC à cause de sa pilule et qui finit par gagner son procès contre cette pilule contraceptive. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je prends la pilule? Quels effets ça a sur mon corps? Et en ayant un petit peu peur au départ, je décide d'arrêter la pilule. C'est super pour plein de raisons. Moi, personnellement, je découvre que j'ai un corps qui désire. Alors, c'est très étrange parce que je me suis même demandé si j'étais pas un peu animale. Et je me rends compte à ce moment-là que... Parce que ça fait tellement longtemps que vous preniez la pilule que finalement, on découvre des choses... La dernière fois que j'ai désiré sans anesthésie contraceptive, comme je le dis, c'était quand j'avais 16 ans. Donc, je me dis, oui, mais à l'époque, c'était le tout début de ces hormones dans mon corps, donc je ne me rendais pas compte. Et là, à la trentaine, je découvre que mon corps désire. Après, je découvre aussi que c'est dangereux de ne pas être contracepté et donc ça vient poser des questions dans mon couple. Donc c'est un peu ça le point de départ que je raconte à travers la BD, c'est que c'est une histoire vraie, c'est comment on fait pour se charger de la contraception et j'entre dans une nouvelle histoire... Et mon mec me dit, moi, je veux bien prendre la pilule. Et on regarde sur Google et je vois ces articles qui reviennent chaque année pour dire qu'une pilule contraceptive pour homme va arriver. Et je me dis, elle doit exister, ok, j'enquête. Et puis je découvre plein de choses assez étranges. Moi, je me dis, curiosité journalistique, il y a des journées qui sont dédiées à la contraception où on accueille hommes et femmes. Je me dis, mais vraiment, ça existe? Il y a des ateliers de couture, de slip contraceptifs. Et donc, je me dis, je vais aller voir, en fait. Ok, mon mec veut bien prendre la pilule. Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce qui existe? Et je me retrouve au planning familial à Paris. Et je m'attends à voir que des femmes. Et en fait, il y a 3 mecs. Et les 3 mecs me parlent de leur contraception de manière totalement naturelle. Et moi, j'ai les yeux ouverts, écarquillés en me disant, mais ça existe vraiment. Des hommes sont contraceptés. Et donc, je découvre tout un pan de mecs qui, à la fois, se chargent de la contraception pour des raisons de santé, c'est-à-dire que leurs compagnes ont des vrais problèmes avec leur stérilet, des stérilets qui sont rejetés, ou la pilule contraceptive qui crée des problèmes de santé. Et puis, il y en a d'autres où c'est simplement une question idéologique, où ils se disent, mais en fait, il n'y a aucune raison que je profite des rapports sexuels et que je ne sois pas co-responsable d'un possible accident de route, d'une grossesse. Et donc, je découvre ces hommes et je me dis, j'ai un train de retard, bienvenue dans le monde où les hommes sont contraceptés. Oui, donc ça veut dire que les hommes, on pense souvent qu'en fait, ils n'en ont rien à faire de la contraception, ou qu'ils se déresponsabilisent de ça, ils se disent que c'est à la femme de porter cette responsabilité. Mais en fait, ce que vous nous montrez aussi dans ce livre, c'est que non, il y a des hommes qui veulent prendre leur part de responsabilité, mais ils ne savent pas très bien où trouver l'info, ils ne savent pas très bien quoi faire, en fait. Oui, parce que il était vraiment important pour moi de comprendre à quel endroit, tout d'un coup, cette contraception, c'était devenu essentiellement une affaire de femmes. Et je me suis dit, mais comment je peux trouver cette réponse? Et en fait, en faisant le parcours de contraceptif de l'homme et de la femme, en les comparant à travers une ligne du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la pilule qui a été révolutionnaire et je ne la remets pas du tout en question. Et évidemment qu'il était urgent que la pilule arrive pour contrer ces avortements clandestins dans les années 70, dans les années 70. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout d'un coup, la femme, plutôt que de parler de sa contraception avec l'homme au sein de son couple, elle s'est retrouvée à poser des questions à son médecin. Et donc, c'est cette médicalisation de la pilule qui a exclu les hommes de cette question.
Et ensuite, je me suis rendu compte qu'évidemment, il n'existait pas de gynécologue pour hommes. Et donc, en dehors d'une maladie, il n'y avait pas d'endroit où les hommes pouvaient poser les questions. Après, j'ai découvert évidemment qu'il y avait l'andrologue, mais finalement, quand on s'intéresse à l'appareil... aussi. Oui, c'est ça. En fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau médical autour du pénis, voilà, et ben, il y a l'andrologue qui gère une partie, il y a l'urologue qui gère une autre partie, plus la chirurgie, plus le sexologue. Et en fait, du coup, il n'y a pas d'idée claire pour un mec qui se pose des questions. Enfin, il ne sait pas où aller, en fait. Et en découvrant ces hommes au planning familial, je découvre qu'en fait, ces mecs parlent entre eux de leurs complexes, de leur sexualité, que ça libère la parole et qu'ils partagent des infos. Et surtout, ils sortent aussi... moi, c'est ce que j'ai trouvé joli. Ils sortent aussi du complexe du vestiaire, ce truc de... le chiffre, c'est 45% des hommes pensent avoir une petite bite. Alors, ça peut faire rire, mais en fait, c'est pas du tout rigolo. Et je me dis, mais c'est quand même con qu'on n'en parle pas plus, que eux ne parlent pas entre eux, que hommes et femmes, on se rassure pas tous au travers de cette question contraceptive. Oui, en fait, ça montre aussi que la question, enfin, l'important, c'est de parler. Et j'ai vraiment envie de parler de ce point-là, c'est la question du dialogue. Et pour reprendre, par exemple, votre sous-titre du livre, donc c'est L'homme sous pilule, et le sous-titre, c'est l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception. Ça veut dire que c'est une contraception du couple, et que pour avoir cette contraception du couple, il faut que le couple en parle. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que quand j'étais... ce roman graphique, c'est un peu un truc hybride entre une enquête journalistique et une histoire d'amour. Le truc, c'est qu'au départ, moi, j'étais partie sur l'enquête autour de la contraception masculine et dans la vie réelle de mon couple, il s'est passé plein de trucs où tout d'un coup, je me suis fait rattraper par la réalité. Je me suis dit, ah, t'es dans la merde, Anne-Sophie, va falloir ouvrir ton sac de nœuds et accepter de partager des trucs, des questionnements par rapport au désir d'enfant et par rapport à plein de choses où il faut oublier qu'on a un peu de pudeur, quoi. Et c'est ce qui s'est produit dans mon couple, c'est que je me suis rendu compte que au moment de l'écriture, je m'apprête à fêter mes 35 ans, on entre en confinement et mes 3 amies d'enfance tombent enceintes, mais au même moment. Mais je me dis, mais c'est délirant quand même la vie, je parle de contraception, je m'intéresse à tout ça. Et là, tout d'un coup, la question du désir d'enfant se pointe dans mon couple et mon amoureux ne veut pas d'enfant du tout. Et là, je me dis, et lui, il se retrouve à chaque fois, je lui annonce une nouvelle copine enceinte. Et donc, on est là en train de se regarder, en train de se dire, mais et toi, tu veux quoi? Et comment on fait? Et à quoi ça sert cette histoire d'amour? Et je me rends compte surtout qu'on a l'impression de parler et d'être libre dans notre dialogue de couple, mais en fait, pas du tout. Et viennent se pointer des trucs où on n'arrive pas à mettre en mots des choses. Et je pense que cette histoire, elle a servi, moi, à grandir personnellement, à comprendre où étaient mes blocages et aussi comprendre que j'ai pas de regrets par rapport à cette histoire qui est finie aujourd'hui. Elle m'a appris plein de choses, mais j'ai un regret, c'est que je me dis peut-être que si on avait accepté de chercher de l'aide ou d'aller voir, je sais pas, un sexologue, un thérapeute ensemble, toutes ces questions n'auraient pas été le début de la fin de cette histoire, mais le début d'une histoire d'amour qui fonctionne. Après... cette histoire, je l'ai romancée dans la BD, mais en tout cas, dans la vie, c'était ça. C'est me prendre une claque, de me dire, mais il faut parler, quoi. Et il n'y a aucune honte à montrer qu'on a des blocages, qu'on est vulnérable et qu'on est tous un peu cons par rapport à notre intimité et qu'on ne sait pas comment faire. Oui, et c'est vrai qu'on a tendance parfois à penser à sexologue, psychologue, psychothérapeute quand ça va mal, mais en fait, on pourrait y penser aussi quand ça va bien et pour envisager la suite. Oui, et puis moi, clairement, pour moi, les disputes, après, il y a tout un passage sur ça, qui est hautement inspiré du film The Notebook, mais sur le fait que les disputes, c'est des preuves d'amour, quoi. Enfin, c'est peut-être bateau comme principe, mais pour moi, quand on décide de partager des points de vue et de s'opposer, c'est qu'on essaye quand même de trouver un terrain d'entente, quoi. Et on a très vite l'impression, dans un couple qui se dispute et qui se chamaille, c'est un mauvais signe. Mais en fait, je pense pas, moi. Je pense vraiment que justement, on évolue. Et en fait, le meilleur exercice de développement personnel qui soit, c'est le couple. Après, c'est le plus trash, mais c'est le plus doux aussi. Mais qu'est-ce qu'on apprend, quoi, si on accepte de juste remettre en question son point de vue, accepter que l'autre soit différent et trouver un terrain d'entente, on évolue en tant qu'humain. Et je suis riche de cette histoire qui, dans la vie, s'est pas forcément bien passée. Dans le roman graphique, vous verrez. Mais on laisse ce suspense bien sûr. Pour les lecteurs. Mais je suis riche de ça et je peux être dans une nouvelle histoire d'amour aujourd'hui totalement différente. Et quelle joie, quoi.
Pour revenir à votre héros, donc Max, dans le livre va partir en fait à la découverte de différents moyens de contraception. Alors il y en a un qui est peut-être un des plus connus, c'est la vasectomie, peut-être le plus radical aussi, puisque en tout cas on peut difficilement revenir en arrière. Alors on sait qu'en Belgique, selon les chiffres INAMI, 11 000 hommes ont recours à la vasectomie en 2018. Alors c'est 2 000 de plus que 10 ans plus tôt, donc il y a quand même une évolution. On voit que parmi ces hommes, on a 3/4 qui sont néerlandophones, qui sont flamands. Donc il y a quand même une question de culture par rapport à la vasectomie. Là, vous comparez aussi avec les chiffres en Grande-Bretagne, où on voit qu'il y a une énorme différence entre la Grande-Bretagne et la France ou la Belgique. Ouais, ça c'est phénoménal. Ce chiffre, je le découvre assez tôt dans mon enquête. 1 homme sur 5 a recours à la vasectomie en Angleterre. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Et du coup, il m'intéresse de comprendre où ça se situe. Et je découvre que c'est culturel et que c'est tout un... En fait, ça remonte à hyper longtemps. Et je me dis, comment rendre cette info hyper sérieuse, cette peur aussi de la castration, cette angoisse de castration, ce mythe de la virilité. Et donc, je lis des ouvrages hyper intéressants, dont le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Et je me dis, mais comment je peux rendre ça amusant ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de donner des leçons sur ce qu'il faut ou pas faire. Et donc, il y a ce truc de Castraland, un monde magique et un peu effrayant, qui a l'espèce de parcours de jeu qui n'existe pas dans la vraie vie, il faut bien le dire. Oui, qui fait un peu flipper, mais voilà. Ouais, après, moi, je trouvais ça rigolo. Voilà, je mets en scène une paire de testicules humanisés qui, à chaque case, se fait castrer de façon différente. Mais c'est aussi pour derrière raconter que il existait dans le passé un tribunal de l'impuissance où un couple marié où la femme n'arrivait pas à tomber enceinte. En fait, il se passait que l'homme pouvait vraiment être ridiculisé parce qu'il n'était pas fertile. Et tout d'un coup, en fait, on se rend compte que collectivement, on a un héritage et on a cette idée que l'homme doit rester fertile à tout prix. Et je pense qu'il y a ce truc culturel, ce truc aussi historique par rapport à la guerre, de renflouer aussi les troupes en cas de conflit, de conflit armé, etc. Mais donc du coup, je me dis, de nouveau, essayons de se rassembler autour de cette question et de se dire, non, c'est pas juste une volonté des hommes de pas tout d'un coup laisser tomber leur fertilité, c'est aussi un truc qu'on a hérité tout simplement, quoi, dans l'idéologie et dans cette sensation de pas être un vrai homme si tout d'un coup on n'est plus capable d'avoir un rapport sexuel qui mène à une grossesse et à enfanter, quoi. Oui, et effectivement, toute cette question culturelle, historique, et aussi les pratiques de la médecine, parce que par exemple, dans le cas de la Grande-Bretagne, on voit que les gynécologues présentent aux femmes comme un moyen de contraception la vasectomie, ouais. Alors que c'est très très rarement le cas, en tout cas en Belgique, en France, c'est rarement abordé. On va parler du stérilet, on va parler de la pilule, évidemment, mais on va rarement présenter la vasectomie comme un moyen de contraception. Donc il y a aussi des pratiques à changer au niveau des médecins eux-mêmes. Ouais, complètement. Après, c'est marrant parce que c'est pas tellement un signe de progrès. C'est-à-dire que quand j'ai regardé où c'était... d'où ça venait à la base, en Angleterre, c'était plus une volonté historique de gérer les naissances. Donc c'était pas forcément un truc de révolutionnaire féministe de dire ah oui il faut que hommes et femmes partagent la contraception. C'était plus une volonté de cadenasser, de réduire le nombre de grossesses. Maintenant je me suis dit mais pourquoi les médecins ici en Belgique ne donnent pas cette info, pourquoi ils ne sont pas amenés à le faire? Et du coup, j'ai regardé un petit peu à combien de temps dans les études de médecine qui sont hyper longues, on prenait pour parler de la contraception et de la contraception masculine et de la vasectomie. En fait, c'est quelques heures sur toutes ces années de médecine. Et donc, c'est logique, en fait, que les médecins en Belgique ne sont pas formés, parce qu'il y a 2 techniques de vasectomie. Il y en a une qui est sous anesthésie locale et qui est faite en 10 minutes de temps et qui peut se faire dans le cabinet d'un médecin généraliste. Donc c'est hyper rapide. Et puis il y en a une qui est un petit peu plus contraignante et qui est sous anesthésie générale. C'est plutôt celle-là qu'on enseigne en études de médecine. Donc en fait, si on facilite cette formation des médecins et si on encourage les gynécologues à donner cette info, peut-être que ça peut faire changer les choses. Si on forme aussi plus les médecins généralistes à pratiquer cet acte dans leur cabinet, je pense qu'on peut faire évoluer les choses parce que c'est aujourd'hui les médecins qui donnent ces conseils-là, en fait.
Parce que je pense pas que naturellement, on se dise « Ok, je vais aller au planning familial, me renseigner sur la contraception en tant qu'homme. » Mais ces choses-là, elles peuvent changer et je pense qu'elles sont en train de changer. Et c'est vrai que donc votre héros, Max, donc, dans cette découverte des différents moyens de contraception, il y a la vasectomie, mais c'est quand même quelque chose qui est non réversible. Donc, il s'interroge aussi sur d'autres moyens de contraception. Alors, on a toutes les slips chauffants, les anneaux contraceptifs. C'est des sujets, et on le voit aussi un peu dans la BD, quand on en parle la première fois, ça suscite parfois le rire, en se disant, mais c'est quoi un peu ces gens avec leurs slips contraceptifs, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on peut expliquer que ça suscite le rire alors que en fait c'est sérieux, ça fonctionne? Je sais pas pourquoi ça suscite le rire. Moi, j'avoue que c'est de la même manière, quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup rigolé parce que c'est vrai que ce slip contraceptif, il a été inventé par un médecin dans le sud de la France. Il a un look pas possible, ce slip, parce que c'est un truc qui est fait sur mesure. Sauf qu'en fait, derrière ça, il y a un médecin qui est une espèce de pionnier, en fait, qui fait ça depuis les années 80, qui reçoit des hommes, qui fait des slips sur mesure pour chaque homme, pour être sûr que ça fonctionne, et qui, de façon empirique, a montré que c'était totalement valable et que ça fonctionnait, quoi. Et je sais pas, c'est drôle peut-être parce que il s'agit tout d'un coup de prendre ces testicules, de les déplacer, de les sortir du scrotum pour les coller au corps, pour réchauffer la température. Oui, parce qu'on explique un peu le principe, Ouais. peut-être. Alors, le principe, c'est que donc, c'est un slip avec un trou dans lequel on va faire passer la poche donc, des couilles, le scrotum vide, et on va déplacer les testicules, on va les remonter, les coller au corps. Et en fait, cet anneau va permettre de tenir le scrotum et de fixer les testicules contre le corps un petit peu plus en hauteur. Donc peut-être que c'est ça, c'est la drôlerie de ce truc de déplacer les testicules. Je sais pas exactement d'où on trouve ça rigolo, mais en tout cas, alors ce qui est drôle, c'est que moi je m'inquiétais beaucoup de me dire mais ça doit être désagréable, ça doit être très étrange et je peux pas l'essayer moi-même. Et en fait, j'ai découvert aussi que ces hommes qui pratiquent cette contraception trouvent une forme de liberté et de réappropriation du corps aussi, et quelque part trouvent ça plutôt confortable de plus avoir les testicules qui pendent. Après, je peux pas savoir. Bon, on est deux femmes, ça va être compliqué de le dire, mais... Ouais, voilà. Mais en tout cas, il y a presque quelque chose de plutôt agréable de se réapproprier le corps, de aussi, du coup, faire plus attention à ses cycles. Et donc, d'entendre tout ça, c'est assez fabuleux. On peut tous se rapprocher de nos corps, les observer, et de nouveau, en dehors du médical et de la maladie, en fait. Et s'écouter, apprendre. C'est ça aussi vers quoi ça m'a emmenée, c'est que tout d'un coup, la contraception amène un dialogue sur la sexualité, une libération à ce niveau-là, et en fait, on peut se rapprocher à travers ça. Alors que moi, je me disais, bon, bah oui, on va rester dans un truc médical, on va parler des accidents, des grossesses, etc., du côté un peu négatif, entre guillemets. Et en fait, moi, ça m'a amené à un truc de libération de la parole. Après, j'aime pas trop ces termes-là, mais c'est vrai. Tout d'un coup, on parle de sexualité, on se libère. Ah bah oui, les hommes ont des envies, ont des cycles. Et donc, c'est très joli, en fait, ce vers quoi ça amène le couple. Alors, vous le disiez, hein, il faut porter ce slip, par exemple, pendant quand même plusieurs heures sur une journée, 15 heures, je pense. Oui, c'est 15 heures par jour. La pilule hormonale, elle n'est pas encore vraiment en circulation, notamment parce que les premières études ont montré qu'il y avait des effets secondaires. Et là, du coup, je reviens vraiment à un point de départ de votre livre, où vous parlez des effets secondaires de la pilule pour les femmes, à travers le parallèle avec le chien. Alors, ça peut paraître choquant au premier abord, et en même temps, c'est tellement parlant. Dites-nous un peu ce parallèle. En fait, ce parallèle, c'est à nouveau la réalité qui vient sonner, c'est que c'est vraiment le début de l'histoire. Le compagnon avec qui je suis à l'époque a un chien, et ce chien se frotte. Et ce qui est vraiment très gênant, parce que ça, je peux pas le raconter dans la BD, mais ce chien s'attaque à des enfants. Et du coup, on se retrouve dans la position de se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec ce chien. Et donc, mon compagnon l'emmène chez le vétérinaire, et ce vétérinaire lui dit, mais oui, on peut envisager une castration chirurgicale, mais on va d'abord tester de façon hormonale, parce que en fait, en coupant le chien de ses hormones, ça risque d'avoir une incidence sur son tonus, sur sa vitalité, sur son comportement. Et en fait, quand il rentre à la maison et qu'il me raconte ça, je suis scotchée, je dis alors je suis très contente pour le chien,
qu'on se pose cette question de ce que ça peut avoir comme incidence sur son comportement et son caractère. Mais là où je suis choquée, c'est qu'on ne se soit pas posé la question une seule seconde à l'époque où moi, on m'a mis sous pilule. Après, c'est sûr que des chiots, ça n'a pas une incidence énorme sur la vie du couple, alors qu'une grossesse et un enfant, c'est autre chose. Donc, je ne remets pas en question les conséquences que ça peut avoir d'être ou non sans hormones. Mais néanmoins, se dire que ça a une incidence sur le comportement, la vitalité du chien, et qu'on ne se pose pas la question, que ce ne soit pas une chose qu'on questionne quand, en tant que femme, on va voir son gynécologue, ça m'a vraiment énervée, moi, personnellement. Oui, et qu'on ne nous prévient pas nécessairement... c'est un vrai truc de réalité, cette histoire de chien. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux me permettre de raconter cette histoire en démarrant par ce chien ? Et en fait, je me suis dit, oui. Et c'est ça que permet aussi le roman graphique. C'est qu'au départ, cette histoire, moi, je voulais peut-être la raconter en documentaire. Et puis, quand j'ai eu cette histoire du chien, et puis plein de trucs un peu rigolés, je me suis dit, mais en fait, le roman graphique ou la BD, c'est un support génial pour pouvoir répondre à des questions sérieuses, mais aussi s'amuser. Parce qu'il y a un médecin qui a un syndrome de la Tourette, et en fait, je pense pas dénaturer les messages profonds qui se cachent derrière toute cette histoire, mais néanmoins, on peut rigoler avec ça, quoi. Et je pense qu'en rigolant, on peut amener 1 milliard de dialogues et détendre l'atmosphère avec des questions qui sont puissantes et qui sont pas faciles à amener dans le couple, dans la famille. Ouais, parce que dans la famille, je dis la famille parce que je pense qu'il y a aussi cette question des médecins, du monde médical et de comment le monde médical se remet en question. Et ça, c'est par rapport à mon papa qui est médecin aussi. Donc, il y a ce truc de comment amener ça. J'avais très peur qu'ils lisent et qu'ils me disent « mais t'es dur avec les médecins, etc. » Et au final ? Eh ben, au final, non. Parce que je pense que c'est quelque chose qui était important aussi, c'est que je fais le portrait de médecins dans cette BD qui sont des pionniers et qui, dès les années 70, se sont posé la question de la contraception masculine parce qu'ils se trouvaient face à des couples où, de nouveau, c'était des nanas qui souffraient beaucoup de la pilule ultra dosée de l'époque. La pilule n'est plus aussi violente avec le corps de la femme aujourd'hui. Maintenant, c'est pas un complément alimentaire, ça reste un médicament. Mais à l'époque, c'était quand même... c'était beaucoup plus brutal. Et donc, ces mecs recevaient respect. Ces médecins recevaient des femmes qui souffraient de leur contraceptif et se sont mis à inventer une contraception masculine pour venir permettre à l'homme de se contracepter et pour éviter des désastres. Et ces hommes, ils ont été pris dans le monde médical qui était le leur, un peu pour des charlots. Et donc moi j'ai trouvé ça assez fou de voir qu'on les invitait en plateau de télévision ou dans des articles, mais plus pour le côté curiosité, le côté rigolo, et pas du tout pour souligner les avancées incroyables qu'ils avaient mis au point. Mmh. Et j'avais envie de montrer ça parce que pour moi, c'est une vraie différence entre le médecin et le soignant. C'est trouver des solutions en fonction des patients qu'on a en face de soi. Et donc, ces médecins n'étaient pas là en train de défendre la contraception masculine en disant « c'est la solution à tout », c'est pas ça du tout. Et moi non plus, je veux pas défendre ça. En fait, chacun doit trouver la meilleure contraception pour lui-même. Pour son couple. Voilà. Mais néanmoins, ils ont eu cette démarche de se dire « ok, j'essaye de trouver une solution dans un cas particulier qui est compliqué. » Et moi, mon souhait, c'est de pouvoir aider. Et parfois, dans ce dialogue que j'ai pu avoir avec des gynécologues pendant ces 4 ans d'enquête, c'était non mais moi, je ne remets pas en question ce que j'ai appris dans mes cours de médecine. Je sais mieux et je ne me remets pas ça en question. Ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne, la pilule contraceptive pour femmes. C'est évident et c'est une avancée géniale. Maintenant, on peut essayer de trouver d'autres solutions aussi quand ça ne convient pas à certaines personnes. Mmh. Oui, et on sait aussi en plus que les effets secondaires restent importants quand même. Alors, vous parliez de la forme du livre, de cette BD roman graphique, j'aurais plutôt envie de dire. On doit aussi rendre hommage au dessin, oui, au dessin de Lucie Macaroni. Bien sûr. C'est vous qui êtes allée la trouver. Comment s'est passée cette rencontre ? Oui, en fait, j'avais lu les 2 premières BD qu'elle avait faites et j'adorais son trait parce qu'elle a un côté malicieux, elle dessine beaucoup de corps de femmes. J'adorais ses couleurs, j'aimais beaucoup cette façon qu'elle avait de raconter les choses de manière décomplexée et rigolote. Et après, j'ai trouvé ça hyper intéressant de lui demander de dessiner des hommes et d'avoir ce truc de lui demander de faire un exercice inversé. Et donc, je l'ai contacté sur Instagram, j'ai dit « j'adore ton travail, est-ce que tu es d'accord de me suivre dans une histoire pas possible ?» Et je l'ai approché en lui parlant en plus des pages qui étaient les plus folles, donc je me suis dit « mais elle va jamais me faire confiance ». Et si.
Et donc voilà. Oui, et elle plonge dans votre univers parce que, comme vous le disiez, l'avantage d'un roman graphique par rapport, par exemple, à la télé, c'est qu'il y a cet aspect très fantasmagorique, j'ai presque envie de dire. Et donc ça, c'était important pour vous de garder un peu d'irréel ou un peu d'imaginaire, enfin que l'imaginaire soit important. Bah, c'est bizarre, mais moi, c'est comme ça qu'est venu, en fait, en écrivant cette histoire, je l'écrivais en images. Donc visuellement, je me suis mise à faire des crayonnés absolument dégueulasses, hein, on va pas se mentir, je ne sais pas dessiner, que j'ai d'ailleurs envoyé à mon éditrice au départ, parce que j'avais peur qu'elle ne signe pas avec les confinements, etc. Donc je lui ai envoyé 70 pages de bonshommes crayonnés. Elle m'a dit « Mais vous avez une dessinatrice, Anne-Sophie, tout va bien se passer ». Et donc j'avais tellement peur qu'elle ne signe pas que j'ai commencé à dessiner. Donc cette histoire, elle est venue comme ça, par des idées un peu loufoques de ce monde castraland, cette fausse publicité pour les injections hormonales. Donc c'était plus par les côtés rigolos. Et après, je raccrochais les wagons de tout ce qu'on peut raconter derrière, de sociologique, de philosophique, de sociétal. Et voilà. Donc c'est plutôt par cette idée-là que c'est venu, quoi, par ces idées un peu farfelues, ou je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais... Ouais. Qui amène cette touche d'humour au récit. Et alors, en fait, je me rends compte qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, mais on n'a pas parlé de tout un pan de ce livre. Alors évidemment, il y a toute la question de Max qui se pose des questions sur sa contraception, mais il y a aussi des questions... Enfin, il y a aussi Lou, hein, donc, qui est la deuxième héroïne, qui, elle, se pose des questions aussi par rapport à son désir d'enfant. Alors, c'était important pour vous de mêler un peu les deux, que cette question aussi qui reste tabou aujourd'hui pour une femme de savoir si elle veut ou pas des enfants. Vous aviez aussi envie d'en parler ? Ben, en fait, j'avais pas forcément envie d'en parler. C'est à nouveau la vie qui vient et qui frappe à la porte. C'est que je me retrouve dans la situation d'approcher de mes 35 ans. Donc là, je me sers de ma vie réelle pour raconter cette histoire de Max et Lou. Je vais fêter mes 35 ans et mes 3 amies d'enfance tombent enceintes au même moment. Il y en a 2 qui ont accouché à 3 jours d'intervalle. Et en fait, qu'on le veuille ou non, quand on approche des 35 ans et quand notre cercle proche se met à avoir des enfants et partage ça, on peut se sentir un peu exclu. Enfin, moi, je me suis sentie exclue et en même temps, j'avais très peur de perdre ces amitiés qui étaient hyper chères à mon cœur. Et je me suis questionnée sur tout d'un coup, est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je veux faire comme elle ? Pourquoi je veux être mère ? Est-ce que je suis assez mature pour être mère ? Qu'est-ce que c'est le rôle de parent ? Et comment je m'y retrouve dans toutes ces questions et comment j'avance ? Donc là, à nouveau, je me suis dit, bon, bah, tu pensais parler uniquement de contraception. Et en fait, il faut ouvrir le débat sur ce désir d'enfant et se questionner et évoluer et avoir ces discussions aussi dans la vie avec mes amis, accepter d'en parler et aussi avec ma maman, quoi, sur pourquoi on fait des enfants et comment on se sent libre et mature d'être un bon parent pour rendre cet enfant autonome et l'aider à devenir ce qu'il doit être, le mettre en sécurité, mais ne pas aussi interférer dans sa propre construction. Et ça, c'est des questions qui sont hyper intéressantes à observer, quoi. Est-ce que c'est encore une question vraiment taboue aujourd'hui ou pas ? Parce qu'on en parle de plus en plus quand même. Mais est-ce que vous, qui vous êtes vraiment posé la question, pour ce livre notamment, c'est une question taboue ? Je sais pas si c'est tabou. En tout cas, c'est pas facile à aborder, je pense. C'est pas facile à aborder parce que très vite, il y a une culpabilité. Moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité à aborder cette question avec ma maman parce que je parle du poids dont on hérite, des peurs ou des envies ou des frustrations qui peuvent, je pense, se répercuter de génération en génération. Et en fait, c'est très difficile d'aborder cette question parce que je respecte ma maman et je suis très contente qu'elle m'ait donné vie. Mais à la fois, on se rend compte de ce dont on hérite, de pourquoi on se ressemble, pourquoi on est différent. Et je ne sais pas si c'est tabou, mais je pense que c'est difficile. C'est difficile de parler de ça ouvertement. C'est difficile de dire à une pote, je sais que c'est la chose la plus importante de ta vie, cet enfant, mais moi, je ne vis pas les choses de la même manière. Et donc, je ne peux pas m'extasier autant que toi sur cette petite personne que j'aime d'amour. Mais je ne peux pas le vivre de la même manière. Et c'est se dire qu'on va évoluer à un endroit où on ne sera pas tout à fait les mêmes, alors que jusque-là, on partageait tout. Donc c'est... mais c'est bien que tout ça se dise. Enfin, j'espère que ça va servir à des gens, peut-être, j'en sais rien si ça sera le cas, mais j'espère que ça permettra à nouveau développer ce dialogue aussi entre femmes.
Alors peut-être juste une dernière question, parce que c'est quelque chose dont vous parlez dans le livre et on voit des visuels d'hommes qui sortent dans la rue pour réclamer une pilule contraceptive ou en tout cas des moyens de contraception. Est-ce que pour vous la solution pour que ça se passe mieux demain, on va dire, ce serait que les hommes sortent comme les femmes l'ont fait dans les années 60-70 pour réclamer la pilule contraceptive ? C'est comme ça que ça s'est passé, en effet, pour la pilule contraceptive féminine. C'est que les femmes dans la rue, qui étaient aussi accompagnées d'hommes, c'était pas uniquement des femmes, ce groupe de citoyens a fait évoluer les choses et a eu une incidence sur le monde politique et sur le monde médical. Et c'est comme ça que ça a fait évoluer les choses. Donc oui, je pense que si chacun de nous, on commence à se poser la question, déjà, c'est génial. Et puis, si on sort dans la rue et qu'on commence à défendre ces messages-là, il y a des chances que ça fasse évoluer le monde médical et le monde politique, oui. En tout cas, on va encourager tout le monde à lire ce très beau roman graphique, on va l'appeler comme Merci. ça. Donc, L'homme sous pilule, l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception, donc par Anne-Sophie Delcourt et avec les belles illustrations de Lucie Macaroni, et qui est sortie donc dans la collection Marabule. Merci beaucoup Anne-Sophie Delcourt. Merci à vous de nous avoir suivis et une très belle soirée à tous. Merci.